encore une fois, bienvenue à tous. Ici l'image de l'Afrique qui est présentée par Novella Nkuigizé. Merci d'être avec nous ce soir. Et ce soir, nous parlons de la culture. Il y a quelques jours, nous avions eu le festival panafricain de danse, la FESPAD, mais aussi la fête de la moisson ce vendredi. Et nous nous posons la question de la culture aujourd'hui, la culture africaine au temps moderne. Et qu'est-ce qu'elle veut dire finalement, cette culture? Et qu'est-ce qu'elle nous apporte pour le développement de nos sociétés? J'ai l'honneur d'être avec 4 invités qui nous permettront de faire le tour de la question. Je suis avec son Excellence Abdoulatif Coulibaly, qui est le ministre de la Culture du Sénégal. Merci d'être avec nous. Merci d'être ici, merci bien. Nous sommes aussi avec l'ambassadeur Guy Nestor Itoua, qui est l'ambassadeur du Congo ici au Rwanda. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, madame. Et nous sommes aussi avec Dr James Vuningoma, qui est le secrétaire exécutif du RALC, qui est l'Académie rwandaise de langue et de culture. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et avec le professeur Gustave Tombola, qui est vice-recteur de l'UTB, l'Université du tourisme, technologie et études commerciales. Merci. Merci. Alors, on parle de la culture et c'est devenu malheureusement un mot miroir. Bien sûr, on va parler de la culture comme miroir de l'Afrique, mais c'est en lui-même un mot miroir. Comment définiriez-vous la culture aujourd'hui? Wow. Écoutez, pour ce que j'en sais, si on se réfère simplement aux études antérieures, aux expressions des auteurs les plus qualifiés en la matière, la culture se définit relativement par opposition à la nature. La nature, c'est ce qui est inné en nous, qui nous est procuré par la nature, les gènes, les patrimoines génétiques, les génomes humains, ça c'est la nature. Par contre, la culture, c'est ce que nous avons acquis, disons, un processus assez long. Et on dit de façon très simple que la culture est la frontière qui détermine la société animale de la société humaine. C'est le processus de socialisation par lequel les êtres humains parviennent à construire une communauté, une société, dans laquelle ils ont des représentations particulières et des codes de valeurs. Codes de valeurs notamment, par exemple, des valeurs culturelles, des valeurs religieuses, les techniques que nous avons acquises durant tout un processus de vie, entre autres également, les créations artistiques, les œuvres littéraires, les œuvres de l'esprit et de l'intelligence. Voilà en gros ce qui constitue le patrimoine culturel d'une nation et d'une société, qu'elle se doit de gérer, parce que c'est la valeur essentielle qui représente en réalité la société et l'homme même. Et comme disait le poète Léopold Sédar Senghor, la culture est essentielle à la vie parce qu'il la structure et la détermine et nous permet de nous socialiser dans le temps et dans l'espace. Voilà en gros ce qu'est, ontologiquement, si on peut parler, ce qu'est la culture. Et chaque société, quelle qu'elle soit, a une culture. Et cette culture-là, c'est ce qui fait d'ailleurs sa spécificité par rapport aux autres, mais également qui détermine des liens de convergence avec les autres sociétés. Par exemple, je suis ici au Rwanda, qui est assez loin de mon pays physiquement s'entend, mais quand on regarde les convergences culturelles qui lient les peuples rwandais et sénégalais, on comprend parfaitement que nous avons une origine commune d'une civilisation que nous partageons. J'ai parcouru le FESPAD, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont rappelé exactement des comportements comparables. Il y a évidemment la langue qui diffère, qui est le vecteur essentiel de la culture d'ailleurs. Et pour finir mon intervention, je voudrais adresser tous mes remerciements au gouvernement rwandais, présenter également mes salutations les plus fraternelles à ce peuple-là, au nom du peuple sénégalais, la délégation que j'ai dirigée, et présenter à son Excellence le président Kagame les salutations également fraternelles du président Macky Sall, son Excellence Macky Sall, et dire à mon collègue, ma collègue de la culture, tout le plaisir que nous avons eu à passer avec ma délégation des jours merveilleux ici au Rwanda. Merci. Alors, je pense que ces salutations sont arrivées, comme on dit à bon entendeur, salut. Vous parlez de la culture comme élément de socialisation. Essentiellement. Et aussi une culture finalement qui permet à l'homme peut-être d'être homme et de ne pas être animal. Aujourd'hui, quand on parle culture, on parle aussi mémoire. Et surtout, comment est-ce qu'on se transmet, et vous l'avez dit à travers la langue, comment est-ce qu'on transmet finalement les valeurs, les principes. Docteur Vuningoma, j'aimerais avoir votre avis sur ce point-là. En Afrique, la culture a été pendant longtemps une culture orale, et on arrive maintenant à la conserver et à la transmettre aux générations et puis même à l'extérieur du continent.
Est-ce que selon vous, ou quel est le rôle peut-être que joue la retransmission, la transmission et la sauvegarde de notre culture africaine dans la construction de nos sociétés dites modernes? Oh, merci beaucoup d'abord de nous avoir invités comme Académie rwandaise des langues et cultures pour partager avec nos frères du Sénégal et du Congo, parler un peu de la culture. C'est vrai que très longtemps, nos sociétés ont été caractérisées par la culture orale. On transmettait d'une génération à une génération tout le savoir de son talent. À tel point qu'on n'a pas écrit, mais on a entendu, on a répété et on a transmis de génération en génération. Ça, c'était la vie. Et toutes les valeurs véhiculées dans cette optique de communication, ça permettait de donner des lignes de pensée, manière de vivre, comment se comporter, comment vivre de famille en famille, génération en génération. Et ça nous a caractérisés depuis longtemps, jusqu'à l'arrivée des missionnaires et de la colonisation à partir de 1885, quand l'Afrique a été partagée, et des pays qui ont eu cette influence francophone, des pays qui ont eu cette influence anglophone et portugaise. Mais ça n'a pas détruit complètement cette expérience d'oralité. C'est que l'écrivain, poète nigérien, Wole Soyinka, appelé Orecha. Et ça, depuis plusieurs années, ça a été le caractère de vivre en tant qu'Africain. Mais après, l'écriture arrive. L'écriture n'a pas été quelque chose pour nous tous. Il y a certains qui ont traîné, qui sont restés dans l'oralité, et d'autres qui ont combiné l'oralité et l'écrit. Alors, les 4 compétences qui conduisent à l'éducation, hein, il y a l'oralité. J'écoute, je parle, mais j'écris et je pense. Alors, tous les 4, ce ne sont pas le même développement dans nos pays d'Afrique. Ici, nous avons trop traîné sur l'oralité. La culture de l'écriture, c'est très nouveau. Mais nous bénéficions maintenant, avec la gouvernance actuelle, qu'on regarde la route d'où nous sommes venus et on se dit, il y a des choses qu'on a été privées, mais qui sont utiles à notre société. Et là, on va puiser dans la culture rwandaise pour ramener des valeurs très positives. Ils existent d'ailleurs. Nous avons vu ça au Muganda, travaux communautaires qui nous amènent tous ensemble, qu'il nous faut travailler ensemble, suer ensemble, et puis après s'asseoir et discuter de nos problèmes. Ça, c'est très unique et que je pense à une valeur de rassembler les Rwandais, hein, et d'autres exemples que nous avons, que nous puisons de la culture orale, de notre existence, c'est le plus récent, au Muganura. Au Muganura, depuis 1932, ça a été banni. Mais avec cette gouvernance d'aujourd'hui, ils ont vu que dans le Muganura, il y a essence de la culture rwandaise qui aide les Rwandais à se rassembler, à se retrouver, à planifier ensemble, à prier Dieu, hein, qui les a sauvés tout au long de l'année et les aidant à travailler ensemble. Et ils viennent avec leurs récoltes, hein, pour remercier Dieu et puis planifier encore
et aller de l'avant. Il y a Et tellement aller de de l'avant. valeurs que nos cultures, nous avons tous besoin. Ce n'est pas seulement au Rwanda. Partout dans nos pays, ils vont en parler. qu'en retournant à la source, on retrouve des éléments culturels, les valeurs culturelles fondamentales qui nous aident à unir le pays, à unir les peuples et à nous faire des gens respectueux, dignes d'être, fiers d'être. Et tout ça, ce sont des éléments que nous avons besoin pour aller de l'avant. Et justement, revenons sur ces valeurs justement qui sont importantes, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres peuples, entre guillemets. On parle d'un festival africain ou panafricain de danse, où un certain nombre d'initiatives finalement continentales qui font que les peuples peuvent échanger. Ambassadeur Itouan, j'aimerais avoir peut-être votre avis sur le rayonnement aujourd'hui de la culture africaine, non seulement sur le continent, mais aussi à l'extérieur. Est-ce qu'il semblerait qu'on voit un renouveau? On parle de plus en plus de l'Afrique, des richesses culturelles de l'Afrique, etc., etc. Est-ce que c'est une réalité réellement ou c'est juste voir des images ou prendre des photos, etc. Est-ce qu'on a vraiment un renouveau ou un rayonnement de notre culture dans les autres pays, mais aussi à l'extérieur peut-être du continent, à votre avis? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord m'acquitter d'un devoir qui est celui de renouveler les salutations fraternelles du président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo-Brazzaville à son frère, son Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame de la République du Rwanda. Et les mêmes salutations du Congo vont à l'endroit de la population du Rwanda. Et j'aimerais aussi traduire toute ma gratitude au gouvernement du Rwanda, et particulièrement à Madame Julienne Iwachu, la ministre des Sports et de la Culture, pour nous avoir associés à ces deux magnifiques événements que sont le FESPAD et l'Umuganura. Et ce sont des événements qui nous ont permis de nous dire que malgré l'interruption qu'il y a eu dans la culture pendant plusieurs années, il y a des choses qui ont survécu. Et évidemment, nous avons vu comment s'est déroulé le Muganura, qui est la fête de la moisson, la journée nationale de la récolte. Mais c'est aussi une fête de la production. Et de l'autre côté, on a célébré aussi la culture par la danse. Et comme le ministre le disait, nous avons sillonné le pays. On a quitté Kigali pour aller dans les provinces. On est passé à Musanze, particulièrement à Rubavu. Pour le cas du Congo-Brazzaville, nous avons trouvé beaucoup de points de convergence, beaucoup de similitudes. J'ai parlé dans une langue où j'étais compris à Rubavu, alors que c'est au Rwanda. Et au milieu, entre nous deux, il y a la RDC. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant à intégrer dans la diplomatie culturelle. Qui revient sur la question de la langue que le... Voilà. Et dans cette diplomatie culturelle, il y a beaucoup de choses que nous pouvons véhiculer. On a un patrimoine. Quand on va au Sénégal, nous avons aujourd'hui, par exemple, le plan national de Tchèp-Djem que vous connaissez. Et nous pouvons le porter aussi sous d'autres cieux. Et nous avons, pour revenir à la danse, nous avons le kizomba, par exemple, la danse angolaise. Ça aussi, nous pouvons vendre. Presque africaine, si je peux dire. Mais voilà, africaine. Donc, on a des instruments, on a des choses à faire dans le cadre de la diplomatie culturelle. Beaucoup de choses. Et qui dit diplomatie culturelle dit aussi peut-être présenter notre culture à d'autres peuples et éventuellement, pourquoi pas, que ça génère des revenus finalement. Revenons sur la question peut-être du lien entre culture et tourisme. On veut de plus en plus, on connaît la campagne Remarkable Rwanda, on connaît les différentes campagnes de nos pays africains pour montrer finalement les richesses naturelles, etc. Comment est-ce que le secteur du tourisme suit ce développement peut-être ou ce rayonnement culturel et peut-être quels sont les liens entre les deux? Merci beaucoup Novella. Je remercie l'administration pour toujours avoir associé notre université
dans des programmes comme ceci. Merci, ambassadeur, merci, ministre. Comme Rwandais qui sont ici, nous acceptons vos salutations et vos gratitudes. La culture, je vais partir par un proverbe africain qui dit que une nation sans culture, c'est comme un zèbre Sans rayures. sans rayures. De deux, Léopold Sédar Senghor a dit que la culture est au début de tout développement. La culture, si je peux aller dans sa définition concise, je peux dire que la culture, c'est une identité d'une nation. Et les nations ont des similitudes et des différences. Donc, la culture nous identifie. Et cette identification d'une nation fait objet du tourisme. Les gens d'une nation peuvent vouloir savoir comment vit une autre nation. Et cela génère le tourisme. Donc, la culture, je peux dire que c'est un facteur déterminant dans le tourisme. Un cas précis, la fête de la moisson, le FESPAD, ce sont des cas de figure qui montrent que le tourisme est là. Nous avons son Excellence le ministre, il est au Rwanda. Le tourisme, un touriste, c'est quelqu'un qui se déplace pour n'importe quelle raison vers un autre lieu pour y passer peut-être une nuit. Il est déjà touriste. Et là, il découvre l'identité, ou il découvre la différence de cette nation ou de cette population à l'égard de sa population d'origine, de sa nation. Et c'est là alors le tourisme génère des revenus à partir de cela. Donc la culture génère le revenu à travers le tourisme. Mais peut-être nous allons y arriver. La culture se heurte jusqu'à présent à beaucoup de contraintes, peut-être des solutions que l'on pourra proposer. Mais à la question qui était précise, la culture, c'est un facteur déterminant pour le tourisme. Alors, je pense que c'est très important ce que vous dites, et il y a un élément qui a été mentionné, cette question de la langue. La langue, bien sûr, facilite, peut-être dans le cadre du tourisme notamment, mais la langue est aussi un vecteur important, peut-être, de notre culture. Et on a sur le continent certaines questions qui sont liées à quelle est la langue que devraient parler les peuples africains. Et ça revient à cette question de la colonisation, etc. etc. Selon vous, Monsieur le ministre, je sais que le Wolof, bien sûr, est peut-être dominant, mais pas nécessairement majoritaire dans le pays. Quelle est la langue ou peut-être quel rôle devraient jouer nos langues africaines et quelle position donner finalement à ces langues que nous devons partager pour le tourisme et pour discuter, pour pouvoir échanger, etc. Merci. Vous avez posé une question au début, la question de savoir est-ce qu'il y a réellement un rayonnement de la culture africaine. Je dis il faudrait bien qu'on se comprenne. Le rayonnement de la culture africaine, où et à travers quoi? À travers le monde, à travers l'étranger. Mais également, il ne faut jamais penser que la culture africaine a cessé de rayonner en Afrique elle-même et dans les communautés et les sociétés africaines. Mais nous avons toujours été face à une sorte de miroir aux alouettes qui nous fait comprendre dans un premier temps que les Africains n'avaient pas de civilisation, encore moins de culture, si bien que si vous écoutez bien le proverbe wolof africain qui a été lancé, simplement on nous a donné l'illusion qu'un peuple, une nation, une communauté peut ne pas avoir de culture. C'est substantiellement impossible. Chaque entité sociale a une culture.
Et comme je l'ai dit au départ, la culture établit la frontière entre la société animale et la société humaine. En quoi faisant? Par les mécanismes de socialisation, par les codes de valeurs qui sont mis en place, qui sont par exemple nos croyances culturelles, nos croyances sociales et sociologiques, les techniques que nous avons mises en place pour assurer notre survie sur Terre, le droit que nous avons établi entre nous pour réglementer notre coexistence pacifique et l'ensemble de règles qui administrent et déterminent la conduite d'une société qui se réunit pour être une société humaine. Par conséquent, objectivement, il ne peut pas y avoir de société sans culture. Rayonnement, mais on rayonne parfaitement à l'intérieur de nos frontières. Et même parfois, des États africains rayonnent au-delà de leur propre individu. Il y a un autre type de rayonnement, et ça, il ne faut pas s'y méprendre. C'est le rayonnement dont est capable nos cultures et nos productions culturelles à l'étranger. Et là, vous posez une question fondamentale qui est d'ordre économique. La culture a un substrat économique fondamental. Pourquoi le cinéma américain rayonne? Parce qu'il est organisé, parce qu'on le produit pour qu'il rayonne. Est-ce que nous avons des politiques publiques avec des moyens conséquents pour faire rayonner notre culture à l'étranger? Évidemment non. Parce que nous sommes des pays en voie de développement. L'enjeu culturel est difficilement déterminable par rapport à deux enjeux qui s'imposent à nous. Pour une autorité politique, il est évident qu'un hôpital est un enjeu social, est un enjeu de survie évident. La construction d'une route dans un pays comme le Rwanda s'impose. Elle est d'autant plus difficile que le relief est ce qu'il est. La construction des maisons, des industries, c'est une évidence. L'enjeu culturel n'est pas un enjeu facilement saisissable. Même si la culture envahit fondamentalement notre existence, elle est d'ailleurs le trait dominant de notre existence. Je vous parle aujourd'hui parce que j'ai baigné dans une culture, j'ai acquis un certain nombre de choses par un processus qui fait qu'aujourd'hui je suis présent au Rwanda, je peux m'expliquer dans un véhicule, une langue qui peut s'adresser à la totalité, sinon à une majeure partie de la population. Ce véhicule que j'utilise aujourd'hui, j'ai acquis par un processus qui m'a été légué par ma propre culture. Je veux dire simplement que par là, il est une chose de parler de rayonnement, c'en est une autre de savoir est-ce qu'il y a une culture dans une société. Deuxièmement, il y a un élément qui a été posé tout à l'heure, la problématique de la transmission de la culture. La transmission n'est en réalité qu'un mécanisme. Et que d'ailleurs, nous avons réussi tous à faire croire qu'en Afrique, le processus de l'écriture est très récent. Je ne voudrais pas me mettre en porte-à-faux avec le professeur, mais les hiéroglyphes sont apparus où? Depuis l'Antiquité en Afrique. Donc même nous, par le processus que nous avons subi d'acculturation à travers la présence coloniale, on nous a fait comprendre, un, vous n'avez pas de culture, deux, vous ne faites pas partie de la civilisation. D'ailleurs, un président l'a dit ouvertement, que l'Afrique n'a pas été suffisamment dans l'histoire pour participer à la construction de l'universel. C'est faux. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on a voulu nous enseigner, nous faire comprendre. Mais ce n'est pas vrai. Troisièmement, le professeur a parlé tout à l'heure de tourisme. Ce sont deux faces d'une réalité sociale ou sociologique qui se confondent pratiquement. En fait, la culture est porteuse elle-même de ce que nous faisons comme valeur pour montrer aux touristes. Et là, vous voyez, il y a une sorte de relation dialectique entre la culture et la nature. Je suis allé dans la forêt mythique de Musanze. C'est comme ça que ça se dit, je crois. J'ai assisté à un phénomène extraordinaire. On m'a montré la grotte où le roi de Rwanda était intronisé. La source où on puisait l'eau, l'arbre sous lequel il tenait sa réunion. Et ensuite, il allait régner là où on a fêté à Nyanza. Tout ça, c'est un processus historique que j'ai vécu comme touriste, que j'ai vu. Mais si vous voyez, il y a une relation dialectique forte entre ma découverte comme touriste et l'essentiel d'une vie politique, mais matérialisée aujourd'hui à travers un musée et à travers des représentations qui me font comprendre davantage l'histoire. Donc là, dans la culture, il y a à la fois le patrimoine que nous avons, mais qui est un patrimoine immatériel, matériel, mais également un patrimoine historique inestimable. La transmission, il n'y a pas que l'écriture ou la parole. La danse est une forme de transmission d'une culture. J'ai vu une danse qui est très commune ici au Rwanda, qui mime les cornes et le dandinement des vaches,
qui est identique dans la société Peul chez nous. Si bien que les éleveurs que je vois ici ont des parentés quasiment génétiques du point de vue culturel avec les éleveurs du Sénégal. Il y a forcément quelque chose. Et si on étudie les travaux du professeur Cheikh Anta Diop, on se rend compte que quand il parle de cheminement de l'Égypte antique jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, je suis sûr que certains sont restés au Rwanda, ils parlent le Kinyarwanda, d'autres sont partis vers le Nigeria, vers le Sénégal, où ils parlent aujourd'hui Peul, Fulani, qui ont des pratiques culturelles similaires à tout point de vue de ce point-là. Une forme de mythification autour du lait, autour de la vache elle-même, une représentation extraordinaire, mais c'est des formes de représentation de la société. Si bien que, pour conclure mon propos sur ce point, en réalité, le Sénégal est très loin physiquement, mais il est également si près, culturellement parlant. Et ça, c'est une valeur inestimable que nous avons en partage en Afrique. Mais il y a ce qui est une réalité sociologique, culturelle, il y a également ce qu'on appelle les réalités politiques, qui nous ont été imposées depuis 1885. Si bien que le Rwanda est un État, nation, le Congo en est un, le Burundi en est un, et ces réalités politiques qui sont imposées à nous font qu'aujourd'hui, on va parler de culture rwandaise, de culture burundaise, etc. etc. Quelle différence à établir entre ces deux pays-là, de ce point de vue-là? Je parle culturellement parlant. Mais il y a une autre réalité avec laquelle il faut faire aujourd'hui. La Gambie est un État à l'intérieur du Sénégal. On va parler d'État gambien, d'État sénégalais, de culture gambienne et de culture sénégalaise. Je doute qu'il y en ait deux. Vous avez fait le Sénégal, vous avez vu la Gambie, comment elle est, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc voilà des réalités sur lesquelles nous devons davantage travailler pour nous servir de la culture et en constituer un adjuvant pour la solidarité panafricaine. J'aimerais que peut-être Dr Vuningoma revienne sur un aspect important que vous avez évoqué, ce lien entre la culture et peut-être la dimension entre guillemets politique. Comment est-ce que, au niveau de notre continent, on a parlé de l'importance de la culture dans l'unification du pays. Quel est le rôle aujourd'hui dans le développement d'une Afrique unie, intégrée, etc. On parle de panafricanisme, on en parle encore et encore, mais est-ce que la culture, finalement, est utilisée comme ce vecteur unificateur qu'il devrait être sur le continent? Au moins, ça, c'est l'objectif. D'accord. S'il y a quelque chose qu'on peut admirer de l'Union africaine, c'est d'avoir pointé de doigt les valeurs créatrices, en évoquant le cinéma, en évoquant la musique, en évoquant la danse, c'est exposer les Africains à se rencontrer, à s'estimer, à se valoriser. Tout à l'heure, M. le ministre le dit, ce qu'il a vu ici, il l'a vécu chez lui. Nous n'avons pas encore vu cela, mais déjà par sa parole, on sait qu'il y a des liens que les Africains eux-mêmes ont intérêt à nouer à travers les arts créatrices. Et ça, c'est très important. Tous les 2 ans, ici, si on a le FESPAD, et on arrive à voir plusieurs pays qui amènent les leurs, leurs expériences, les transmissions dans le chant, dans les chansons, dans la danse, on commencera à briser ces différences qui sont artificielles. On l'a vu avec les danses du Sénégal, du Congo, de la RDC, d'Éthiopie. Tout ça, il nous faut absolument ramener la culture au centre de nos vies africaines. S'il y a la musique au Congo, qu'on y aille voir, ils vont venir voir les danses. S'il y a le cinéma, par exemple à Ouagadougou, ce sont les images de la vie quotidienne, les images de la famille, les images des communautés, les images de vie moderne qui font qu'on va avoir une autre Afrique qu'on souhaite avoir à travers les arts créatrices. L'industrie culturelle
Restons justement sur cette question d'industrie culturelle. Oui. On a parlé plutôt de rayonnement, on a parlé des similarités. J'aimerais qu'on puisse m'aider au niveau de la régie. On a quelques images et quand on parle de la culture au niveau du continent africain, on a un certain nombre d'images qui reviennent et qui sont communes. Et j'aimerais peut-être qu'on découvre certaines de ces images. Alors ça, ce sont des danses, bien sûr, et on revient du FESPAD. On sait bien quelles sont. On voit aussi une femme, Fulani, si je ne m'abuse, qui a voilà, cette coiffure qui est très particulière et qu'on va associer, entre guillemets, à voilà, ça c'est totalement africain, etc. On a aussi, bien sûr, les différentes particularités, peut-être ethniques, non seulement de groupes ethniques, mais aussi culturels, et qui renferment une richesse de définitions peut-être qui sont définies de différentes manières par les différentes cultures. Alors quand on voit ces images, on est capable rapidement d'identifier, on dit voilà, ça c'est l'Afrique. Ça peut être positif ou négatif. Alors j'aimerais votre commentaire sur celui-là avant qu'on puisse passer peut-être à un autre artiste sénégalais, Mam Kassé, juste après ça. Mais j'aimerais d'abord avoir votre avis. Quand on parle Afrique, on parle de ça. Est-ce que c'est positif ou négatif selon vous? Merci beaucoup, mais j'aimerais d'abord revenir sur la question à laquelle a répondu le professeur sur l'organisation au niveau africain de la culture. Je pense qu'il y a une organisation et c'est bien de l'évoquer aujourd'hui au moment où nous sommes à l'heure des réformes au niveau de l'Union africaine. Il y a un pacte pour la renaissance de la culture africaine qui avait été la charte de la renaissance, voilà, qui avait été adoptée depuis, je crois, 2006, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on a obtenu à peine 12 ratifications sur 54 États, et ça, c'est aussi un problème. Donc il faut que nous mettions ensemble des dynamiques, il faut qu'on mette ensemble des synergies, au moment où on parle de la réforme, pour voir les institutions. Là, on a le FESPAD au Rwanda, mais on a le FESPAM, par exemple, au Congo-Brazzaville. FESPAC aussi. Le FESPAC, oui, de suite. Pour la musique. Est-ce que, voilà, on a besoin de tous ces instruments? On a besoin de les réformer. Comment faut-il faire? Bon, ça revient. Ça, c'est... La balle est dans votre camp, donc. Évidemment. Mais ce qu'il a dit, c'est vrai. Cette charte a été adoptée en 1976 à l'île Maurice, réactualisée au Soudan en 2006. Et aujourd'hui, seuls 12 États africains ont ratifié la charte. D'ailleurs, je parle au Rwanda, connaissant le leadership incontesté du président rwandais, étant président en exercice. Nous avons eu une réunion à Bamako, plus d'une quinzaine de ministres de la culture africaine, et vous devez porter un plaidoyer pour que cette charte soit davantage ratifiée par les États africains. Parce que cette charte prévoit de façon très conséquente les soubassements et les principes sur lesquels il faut s'appuyer pour que l'enjeu culturel soit davantage pris en compte à la fois dans nos législations et dans la pratique des États. Et ça, je pense que c'est un enjeu extrêmement important qui rejoint au départ ce que je disais. Il est tout à fait compréhensible que les chefs d'État se préoccupent d'abord de comment faire manger la population, comment soigner la population. Mais en ce moment, on comprendrait mal qu'un chef d'État africain construise un musée d'une valeur de 24 milliards, comme nous venons de le faire aujourd'hui, avec des milliards qui doivent être mis en place pour développer ce qu'on appelle au Sénégal une autre perspective, une autre vision par rapport aux civilisations noires. Ce n'est pas facile pour un président de la République de venir l'expliquer aux populations quand il faut construire les hôpitaux, mais il n'empêche. Et ça doit nous permettre de changer de paradigme par rapport à la manière d'aborder la question culturelle. En quoi faisant? Partir d'une idée simple, que la culture, plutôt d'être un fardeau, est un formidable adjuvant économique. Je prends un pays comme un État, comme la Californie. Le premier secteur qui développe le plus ce pays,
c'est la culture. Miami, c'est la même chose. Aujourd'hui, le secteur culturel participe pour plus de 10% au PIB de la France et d'autres pays également, la Belgique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on doit aller au-delà de l'angélisme, le rapport angélique que nous avons avec la culture, comme élément d'identification de ce que nous sommes. Mais ça, c'est dû au fait qu'on a été tellement niés dans l'histoire que nous avons toujours besoin de poser notre identité, qui est une identité réelle. Venez au Rwanda aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de demander est-ce que les Rwandais ont une identité? Elle est claire, elle est nettement affirmée. Et la culture n'a jamais cessé de rayonner dans nos communautés, elle est toujours présente. Ils le vivent parce que c'est elle. Et vous avez posé tout à l'heure une question qui me paraît, quand vous avez montré les images en disant est-ce que cela est positif ou négatif? Il faut savoir que la culture, comme nous l'avons dit, est un processus de socialisation qui construit l'homme. Il y a un déterminisme culturel dans tout ce que nous faisons. La manière d'interroger vos autres aujourd'hui, la manière d'être, de les accueillir, procède de votre éducation. Mais sauf que dans les systèmes que nous avons dans nos communautés, chacun est doté d'une liberté et d'un libre arbitre. Ce qui fait qu'il nous est imposé, dans le processus, de questionner ce passé pour savoir ce qui se passe. Est-ce que tout est bon? Et refuser de faire un angélisme du passé. Croire que le passé était meilleur, c'était formidable. Mais ne pas oublier que dans le passé, on a commis quand même des choses incroyables, humainement inacceptables. Quand on est au Rwanda pour en parler, on est bien dans le lieu où il faut le faire. Même quand on remonte plus loin. L'excision était une pratique culturelle répandue partout. Exactement. Mais aujourd'hui que la culture a établi de façon formelle les conséquences désastreuses que ça fait, il n'est plus question de juger positivement ça. Mais il ne faut pas le condamner. Il est une chose d'apprécier une chose, c'en est une autre de condamner parce que vous condamnez une culture. Il faut expliquer. Et c'est là où le rapport à l'Occident est un rapport compliqué. Très, très compliqué. Parce que la façon de vivre les choses chez elles, ils confondent souvent les développements culturels aux dogmes qui ont préétabli dans leur société. Et à partir du moment où leur évolution leur a permis de comprendre davantage les choses, ils veulent que les autres nations également comprennent les choses de la même manière. Et ça, c'est inacceptable. Alors, donc, quand vous parlez de positif ou de négatif, c'est à ce niveau que ça se fait. Parce que souvent, c'est normal, on est tous passés par la pensée occidentale pour être formés. Nous utilisons les appareils conceptuels des théories qui nous sont transmises. Et c'est normal que nous pensions comme ça. Mais il y a des moments où notre responsabilité fondamentale, c'est de questionner nos passés, nos valeurs culturelles, parce que tout ne peut pas être considéré comme valeur absolue. Alors, la question était bien sûr provocatrice. Oui, à souhait. C'est une très bonne question d'ailleurs. Mais pour nuancer un peu plus mon propos, et peut-être professeur Tombola nous aidera avant de passer à davantage d'images, c'est cette question finalement de comment est-ce qu'on donne à voir notre culture à l'extérieur? Est-ce qu'on exagère, entre guillemets, ce que les touristes, entre guillemets, attendent de voir en Afrique? Ou est-ce que c'est finalement positif de montrer quelque chose de différent? Où est l'équilibre en fait? Où est-ce qu'on met l'équilibre entre modernité et tradition qui existe bien sûr, mais surtout dans le domaine du tourisme? Merci beaucoup. Au fait, la tradition, la modernité, toutes attire le touriste. Il est question de savoir, ou il est question de savoir ce que le touriste veut. Ça, c'est le premier point, ça, c'est le départ. Le touriste, c'est un client. Qu'est-ce qu'il veut? Quel est son besoin? À travers ce besoin, on doit développer ce qui va lui attirer. Alors, notre tradition, comme son Excellence le ministre vient même de le dire, des fois on parle, certains donnent une connotation négative à notre tradition, mais c'est une appréciation qui reste vraiment à l'indépendance de celui qui apprécie. Mais il n'y a pas de culture modèle sur le plan universel.
Non, il n'y en a pas. On n'a pas un modèle universel d'une culture. La culture est une identification, comme je l'ai dit tantôt. Et comme même le ministre l'a insinué un peu avant, avec la fête d'Umuganura, avec le FESPAD, il a pu voir la culture rwandaise avec l'accent mis sur la vache et le lait. Et avec ça, vous pouvez trouver quelqu'un qui n'a pas une culture centrée sur la vache, celui-là verra cela de façon négative. Mais si un père se retrouvait au Rwanda, il se retrouvera. Un Rwandais qui se trouve au lieu du pelle avec la culture centrée sur la vache et le lait, eh bien le Rwandais se retrouvera. Exactement. Il trouvera ça positif. Et ça donne lieu peut-être à se concentrer davantage dans le tourisme sur entre guillemets, les touristes continentaux, en fait, qui est une tendance tout à fait nouvelle de comment est-ce qu'on crée peut-être des activités qui intéresseront peut-être les touristes sur le continent. Juste avant de revenir sur les Je veux commenter sur sur vous vouliez commenter ce que sur vous ces nous photos. avez montré. Oui. Je pense qu'il est grand temps que nous, Africains, on sort du cliché négatif-positif. La culture a toujours eu son temps et il a évolué avec le temps. Tout ce qui est dans notre héritage, on le sait très bien. Il y a des choses qu'on admire, il y a la manière de la penser, l'adoration de Dieu, toutes ces valeurs qui ont fait une société d'où nous venons. On peut ne pas l'accepter aujourd'hui, mais on sait qu'il y a eu sa valeur à cette époque-là. Et chaque fois qu'on traverse les perverses de l'histoire, on le voit très bien comment la culture va continuer à évoluer. Il y a ce qu'on accepte et il y a ce qu'on met à côté. On appelle ça dans la recherche mettre dans le parking. Est-ce qu'il y a des choses qu'on met dans le parking donc? Oui. Moi, j'aimerais pas seulement mettre les choses dans le parking, mais je voulais poser un problème. La part de la recherche et développement dans la gestion, la dimension académique de la gestion de la culture. Quelle est la part de la recherche et développement? Parce qu'on a parlé de l'Umuganura, on a parlé des bergers, des éleveurs. On peut prendre peut-être aussi les éleveurs du Tchad et d'un autre pays, peut-être un peu plus loin en Afrique de l'Ouest, pourquoi pas, les mettre ensemble pendant le Muganura. Et les mettre, c'est peut-être pas un défi, mais on peut se dire, parce qu'ici c'est la vache, on peut se dire, bon, à un paysan du Rwanda, on donne, je ne sais pas, 2 vaches, à un autre paysan du Tchad, aussi 2 vaches, et le jour de l'Umuganura, celui du Tchad et celui du Rwanda vont ramener ce qu'ils ont pu faire, des vaches qu'ils ont eues. Et ça peut aussi contribuer au développement, parce que qu'est-ce qu'on vise? On vise, le Muganura vise la production, c'est la fête de la moisson, la fête de la récolte, célébrer et tout ça. Et derrière tout ça, c'est quoi? On vise quoi? C'est le bien-être de la population africaine. Si on arrive à donner à manger au plus grand nombre à moindre coût, alors qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est un peu ça, c'est le développement. À part cette question de mode de vie, c'est le mode de production. Ça n'empêche aucune société à s'y voir clairement que dans la vache, le lait, le beurre, tout ça, ce sont la manière de vivre et la production du temps. Ça peut être en Ouganda, en Corée, on le voit. Ça peut être au Rwanda, au Burundi, c'est pareil. Et très bien maintenant, on sait que ça existe en Afrique de l'Ouest. Et tout ça, les modes de production peuvent se regrouper pour voir comment ça contribuait
au bien-être de la population et comment ça peut évoluer dans la production actuelle en vue d'enrichir économiquement toutes nos régions. Alors, j'aimerais revenir peut-être sur une phrase très intéressante que vous avez dit. La culture évolue toujours en son temps et évolue avec son temps. On parle justement des œuvres artistiques, des photos, etc. J'aimerais peut-être qu'on nous donne accès à quelques photos d'un artiste donc sénégalais qui est mort en 1992, si je ne m'abuse, Mama Kassé, et qui disait « Je ne peux que regretter la mort de la photographie dont l'acte de décès a été signé par l'avènement de la couleur et des laboratoires automatiques. » On voit certaines de ces photos qui dépeignent finalement une Afrique. On reconnaît très bien que c'est l'Afrique, mais c'est une Afrique presque moderne, en noir et blanc, loin de cette image très colorée finalement qu'on a l'habitude de nous montrer, presque folkloresque, entre guillemets. Alors, cette image peut-être d'une Afrique moderne est celle vers laquelle peut-être on s'oriente, je pense. Et il nous reste à peu près 5 minutes, mais j'aimerais peut-être que vous nous aidiez peut-être à comprendre, est-ce qu'on s'oriente vers une Afrique un peu plus moderne ou est-ce qu'on doit finalement affirmer cette africanité, entre guillemets, pour que les autres puissent avoir envie de venir Vous voyez, il regrette la modernité. Oui. En même temps, il est dans la modernité. Exactement. Et il Il est en utilise cravate, les appareils Il est modernes. en redingote, il est en pantalon. Oui. C'est un artiste formidable. La photographie fait partie de ce qu'on appelle l'art moderne. L'affichage, tous les arts qui sont arrivés après ce qu'on appelait l'art classique, avec les différents courants qui sont passés à travers le monde. Dans cette photo, il y a à la fois un signifiant et un signifié. Il signifie des postures culturelles authentiquement sénégalaises, la séchée en haut. En même temps, lui qui donne cette modernité est en plein dans la modernité. Exactement. Ça veut dire qu'il y a une relation dialectique entre la vie et la modernité. Il y a 50 ans, il n'y avait pas de télévision. Aujourd'hui, ma famille est en train de me regarder à Dakar, par canal. Parce que tous les soirs, quand j'en ai envie, Rwanda. Est-ce qu'on va le regretter? Non. Il n'y a pas à pleurer sur la modernité et le modernisme. Toutes les sociétés avancent. Avant, l'habillement, la vêture, c'était quoi? C'était des accords d'arbres. Après, le coton est apparu, le filage, le tissage. C'est comme ça l'évolution des sociétés. Il n'y a pas à s'apitoyer sur une évolution qui, de toutes les manières, est le produit de la société, de la culture de la société. Il faut en prendre parti. Il faut en plutôt, prendre, mais il faut toujours savoir faire le tri et le départ. Et c'est cette, malheureusement, mondialisation à outrance de la vie culturelle qui fait aujourd'hui que les dominants qui disposent des technologies les plus modernes nous imposent ce qu'ils font. Aujourd'hui, par rapport peut-être juste à cette question, parce qu'on doit terminer d'ici très peu, justement, vous parlez de domination culturelle et un certain nombre des images et des reliques et des souvenirs et des mémoires, etc., que nous avons du continent sont à l'extérieur du continent, ils sont dans des musées à l'extérieur du continent. Et c'est là où on revient sur cette question qui est fondamentalement politique. On a de plus en plus d'États africains qui demandent à ce que ces œuvres reviennent sur le continent. Est-ce que ça montre aussi peut-être un renouveau de la culture africaine que les États, que les chefs d'État veulent affirmer à travers, voilà, rendez-nous finalement une partie de notre identité? Pour résumer très rapidement, pendant la colonisation, l'Occident a spolié l'Afrique à plusieurs égards. Ils nous ont pris des œuvres qui n'étaient pas des œuvres qualifiées d'œuvres d'art, mais c'était des œuvres de spiritualité et de rapport à Dieu pour la plupart, qui étaient dans des lieux de célébration, des lieux de culte, qu'ils ont requalifiés une fois qu'ils sont arrivés en Europe. Ils ont appelé l'art primitif, pour parler des Africains. Toujours, nous sommes proches de la nature. Et comme la culture et la césure entre l'animal et l'homme, ils ont parlé d'art naturel. C'est toujours dans la conception occidentale qu'ils avaient de nous
Mais nous, nous disons, ça nous appartient quand même. Vous reconnaissez que ça nous appartient. C'est un devoir légitime que de nous les restituer. C'est à nous de déterminer si on les met dans les musées ou à les remettre dans les enclos où ils étaient. Mais il ne faut pas nous dire, nous reconnaissons que ça vous appartient, mais nous avons pris la décision de les restituer dans des conditions particulières. Nous disons au moins le principe de la légitimité et de notre propriété si ces objets existent. Bravo, ce n'était pas le cas. Souvenez-vous, la République du Bénin a fait une demande à un État européen pour rester dans le cadre diplomatique. La réponse était claire. Non, ça nous appartient parce que nos lois ont décidé que ça nous appartient. L'image qu'elle donne, c'est quoi? C'est comme le voleur qui vole, qui va et dit « j'ai fait une loi, maintenant ça ne vous appartient plus, ça m'appartient. Ça a légalisé mon vol. » Non. Un vol reste un vol. Ah oui, un vol reste, on nous restitue. Après, on décide de ce qu'on en fait. Mais, pour finir, parce que je monopolise la parole, le problème que nous avons aujourd'hui en Afrique, c'est moins la discussion sur la culture elle-même, elle existe. Mais est-ce que nous avons les mécanismes et les moyens pour produire des industries culturelles qui nous permettent de nous positionner sur le sillage du monde? Exactement. Est-ce que nous protégeons suffisamment nos créateurs? La réponse est non. Les droits d'auteur. 9 milliards de dollars américains distribués aux auteurs et créateurs dans le monde, l'Afrique n'a distribué que 71 millions de dollars pour l'ensemble des créateurs du continent. Il y a des jeunes artistes ici, ou au Sénégal, même si on avance sur ce plan-là, qui produisent, qui se plaignent, qui ne gagnent rien. Des écrivains qui écrivent, qui ne gagnent rien. Et tant que nous serons dans une position subalterne, l'Afrique sera toujours subalterne par rapport à la production culturelle mondiale. Le combat et le défi, il est là. Ce n'est pas là-bas. Exactement. Et les images qu'on montre de nous, si on produisait nos propres images, on ne les aurait pas montrées. Exactement. Et bien voilà. Et ce sera le mot de la fin. Malheureusement, on doit rendre l'antenne. Mais je pense qu'on a eu un débat assez riche et certains messages clés, ce serait impossible de faire un résumé des messages, des principaux messages de cette discussion. Mais je pense qu'on a là une opportunité. Parce que la culture peut réellement être le catalyseur du développement dont l'Afrique a besoin finalement, si et seulement si nous prenons en main finalement l'image que l'on donne à voir au reste du monde. Et donc c'est un rôle à chacun de nous. Merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci madame. Merci. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. Et comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres discussions qui ont trait au développement de notre continent. Au revoir. Rondair, renowned for its tremendous ability to fulfill your dreams, invites you to connect more with your friends and family in Europe with 3 weekly flights to Brussels,